Bien, écoutez, on va démarrer doucement. Priorité à ceux qui sont à l'heure. Voilà, donc format différent. Là, c'est des gens qui choisissent de venir et qui vont écouter avec certainement plus d'attention. Donc, merci d'être là. On a un petit peu plus de temps, justement, dans ce qui est bien pour avoir un débit plus calme, plus sourcé et développer davantage les idées. Donc, c'est mieux comme ça. La présentation, donc il y a une nouvelle présentation sur des indicateurs sur l'environnement. Donc vous allez voir avec une analyse sur ce sujet, qui est un sujet délicat, et donc une analyse que j'ai menée pour vous. Voilà. Alors, bien sûr, tout est autour du thème des nouvelles tendances de consommation touristique des Français. Les résultats que je vais vous présenter donc, sont issus de 2 baromètres, dont je vais vous expliquer les méthodologies. Alors, tout d'abord, il y a beaucoup, vous savez, beaucoup de définitions de tout ce qui est voyageurs, touristes, visiteurs, excursionnistes, etc. Donc là, je vous ai remis les définitions qui sont dans le même méthode d'ailleurs de la DGE et qui sont communément admises par Pôle OMT. Donc les voyageurs, vous voyez, se séparent en visiteurs, en autres voyageurs. Les visiteurs se séparent en touristes et en excursionnistes pour une journée. Et dans les touristes, il y a 6 catégories. Donc il y a les loisirs des temps de vacances, les visites à des parents amis, la santé, le thermalisme à l'assaut, les autres motifs personnels, pèlerinage, manifestations sportives, etc., ou commerciales, voyages scolaires, les affaires et les missions, réunions diverses. Donc ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui, notamment avec nos 2 baromètres, c'est vraiment la catégorie 1 des touristes, c'est-à-dire les loisirs, la détente et les vacances. Donc c'est vraiment cette analyse-là que l'on fait. Donc c'est un prisme sur cette catégorie de touristes. Et donc sur l'aspect court séjour marchand, donc avec hébergement payant, et long séjour. Voilà pour la définition, puisque des fois vous voyez circuler des chiffres. Et en fait, nous on est vraiment sur une catégorie spécifique, c'est du loisir détente vacances. Alors, déjà un focus sur les 2 méthodologies. Alors, sur le baromètre court séjour, vacances, nouvelles tendances et e-tourisme, celui que l'on fait depuis 17 ans. Alors, la méthodologie, c'est une méthodologie donc, par enquêteur professionnel. En fait, en janvier, là, le prochain, ça sera, on va commencer en janvier 2020, le 18e. Donc, pour le 17e, donc, ça a eu lieu, le terrain, en janvier et février 2019. Alors, la manière dont on travaille, c'est d'analyser la population de l'INSEE, enfin, donnée par l'INSEE, la population française donnée par l'INSEE à janvier 2019, c'était. On regarde la structure de la population française, et à partir de ces structures, on va créer ce qu'on appelle un plan de sondage, c'est-à-dire qu'on va stratifier la population, regarder les strates, et puis on va créer des quotas que doivent respecter chaque enquêteur pour obtenir un échantillon représentatif de 1000 individus. Donc ça marche comme ça, et ce n'est pas sur 1 ou 2 critères, c'est sur 5 critères, les quotas, donc le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, la région, la taille de la commune. Voilà, donc ces 5 critères font qu'une personne est représentative de la population. C'est pour ça qu'on peut extrapoler les données ensuite à la population française. Voilà. Et on a 19 thèmes, même plus, mais on mesure 19 critères de choix des destinations également dans cette étude, outre les résultats que je vais vous présenter. On analyse tout ce qui est mode de réservation, les formules que recherchent les gens, les types d'hébergement, les types de destination, les périodes de séjour. Donc c'est une étude, on a une centaine d'items qui sont analysés auprès des Français. On a 1 heure d'entretien avec eux, donc toujours par ces enquêteurs. Donc c'est quelque chose qui est quantitatif et extrapolable à la population des 15 ans et plus, et en même temps qui est qualitatif, puisqu'on recueille l'ensemble des verbatims. Donc c'est une étude vraiment très lourde à mener, mais qui apporte beaucoup d'enseignements sur tous les comportements de consommation touristique des Français. Et bien entendu, il y a toute la partie e-tourisme que vous connaissez pour ceux qui sont venus et puis qui évolue évidemment chaque année. Donc il y a tout ce qui est prestations réservées par les e-touristes, les avis, est-ce qu'ils influencent, ils sont lus, l'utilisation des smartphones et des tablettes pour les séjours, leur influence sur les séjours,
Voilà, les usages touristiques, les réseaux sociaux, donc ce baromètre est très complet pour ça. Et l'autre baromètre, c'est la 13e édition, dont vous allez voir quelques résultats. C'est celui que l'on fait chaque année auprès des agences de voyage. Alors pourquoi les agences de voyage? Parce que ce sont des professionnels, des conseillers de voyage qui voient encore les touristes face à face, qui discutent à la fois avec les fournisseurs d'un côté et avec les touristes de l'autre. Et donc tout ce qu'ils peuvent recueillir comme information en discutant avec l'offre et la demande, en fait, en étant l'interface, voire en créant aussi des offres, est précieux parce qu'ils voient les nouvelles tendances qui se dessinent à la fois auprès du grand public, mais aussi auprès des touristes d'affaires. Donc c'est un baromètre aussi qui est précieux. Là, l'échantillon est représentatif avec 200 agents de voyage. Il y a environ 5000 agents de voyage. Donc 200 agents de voyage, donc c'est représentatif des 5000. Alors là, les structures de quotas sont différentes. C'est Paris, province, c'est la taille de l'agence. Est-ce qu'ils font du voyage d'affaires ou que du loisir? Et les types de réseaux auxquels ils appartiennent, vous savez, des réseaux de la grande distribution, des réseaux ce qu'on appelle volontaires, par exemple comme Selectour, et puis des agences indépendantes. Voilà, donc c'est une autre façon de construire l'échantillonnage. Et là aussi, on a plein de thèmes qui sont abordés dans ce baromètre. Les formules les plus demandées, les types d'offres et les profils de clientèle à développer, les brochures les plus adaptées, les activités jugées les plus intéressantes. Là, on est vraiment sur ce qu'ils voient de leur clientèle et sur ce qu'ils expriment, du coup, aux acteurs de l'offre pour qu'ils puissent leur préparer des offres et des produits, des services qui soient plus en adéquation avec la demande de leurs clients. Et puis toute une partie de tourisme d'affaires avec l'importance des déplacements, la politique voyage, l'économie collaborative. Voilà, les contenus mobiles, l'influence du mobile, la détente. On a vu tout à l'heure avec Amsterdam qu'ils ont mis ensemble les thématiques touristiques et business. Bon, ça se développe effectivement aussi de plus en plus, ce qu'on appelle le leisure, donc la manière de faire du loisir aussi quand on fait du déplacement professionnel. Voilà, donc ça c'était pour les méthodologies. On attaque sur déjà le panorama des taux de départ en tourisme de loisirs des Français, donc de 15 ans et plus. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que 2018 a été une année record. Depuis 17 ans qu'on fait le baromètre, on n'a jamais eu un taux de départ aussi élevé en 2018, puisqu'on a atteint 66% de Français qui sont partis en tourisme de loisirs, donc des temps de vacances, que je vous expliquais tout à l'heure. Ça équivaut, extrapolé à la population, à 35,5 millions d'individus. Alors, ce que l'on voit ici, vous voyez, c'est une tendance à la hausse du taux de départ des Français. Ce n'est pas énorme, mais il y a quand même une tendance à la hausse. On a 4,5 millions environ de touristes en plus sur 12 ans. Mais voilà, donc c'est dû au fait que les gens, effectivement, il y a la hausse de la population française. Donc quantitativement, c'est de l'ordre de 270 000 Français de plus par an. Et puis, effectivement, les gens partent plus. Alors, ils partent différemment. Ils partent avec des séjours beaucoup plus courts, plus fragmentés, plus étalés dans l'année, mais ils partent plus au total. Voilà. Alors, on atteint 66%, ça veut dire que 34% ne partent pas. Donc, je vous ai mis les détails aussi de ce point de vue-là. Alors, et on voit d'ailleurs ici, vous voyez que, évidemment, tout ce qui peut se passer au niveau donc, économique a une influence importante. Regardez, en 2009, après la crise de 2008, on est à 56%, et après ça a repris en 2011, mais en 2010, et ça a redescendu donc en 2011. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement lié, évidemment, à la santé économique du pays, notamment, vous allez le voir, par rapport au fait que beaucoup de gens ne partent pas pour des questions de revenus. Alors déjà, donc 66% de l'ensemble des Français sont partis. Voilà comment ça se répartit en termes de type de séjour. Dans le baromètre, on mesure 3 types de séjours. Les courts, de 1 à 3 nuits avec hébergement payant. Les longs, marchands, c'est-à-dire qu'avec hébergement payant 4 nuits et plus. Et les longs non marchands, donc avec hébergement chez la famille, chez des amis ou en résidence secondaire, pas pour bricoler dans la résidence ou autre, c'est vraiment pour du loisir des temps de vacances. Quand on fait l'entretien, on est très strict là-dessus pour avoir une vraie proportion. Alors là, c'est important de voir ces 3 types de séjours parce qu'ils correspondent
à trois façons de consommer, si on peut dire, de consommation touristique, puisque sur le court séjour, les Français, très clairement, sont dans l'expérientiel, donc ils veulent finalement tester une nouvelle thématique, une activité, une destination, un lieu, une façon de consommer le tourisme différente. Donc encore une fois, où on peut prendre un petit peu plus de risques, entre guillemets. En tout cas, on est dans quelque chose où on se dit, bah, tiens, on tente et puis on verra. Donc là, ça se fait pour beaucoup en dernière minute. Donc c'est organisé assez rapidement. On ajoute un jour, un week-end ou un avant ou après. On profite d'un pont ou d'un viaduc. Voilà. Donc le court séjour, c'est vraiment quelque chose qui est et quitte d'ailleurs à revenir après en long séjour, mais c'est quelque chose de test, de break, de soupape momentanée. Donc ça, c'est le court séjour. Et le court séjour en 2018 a augmenté de 5 points par rapport à 2017. Donc il y a eu une hausse importante des courts séjours, puisqu'on est à 38% de la population française. Donc vous voyez, quasiment, on est à quasiment 21 millions de Français qui ont pris du court séjour. Voilà. Alors ensuite, vous avez le long séjour non marchand, qui est à 29%. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est 11 points de moins que le long séjour marchand avec hébergement payant. Donc le non marchand pour du loisir, vacances, détente, est à 29% des Français. Donc vous voyez, ça fait près de 16 millions de Français. Donc famille, amis, résidence secondaire. Là, on est dans une autre typologie de séjour qui est prise par les Français. Là, ce n'est pas une routine, mais c'est quelque chose où on va retrouver ses repères et on va se retrouver du coup avec sa famille, ses amis. On va retrouver des activités, on va retrouver des gens qu'on retrouve aussi sur le lieu où on vient, on a un peu l'habitude de venir. Et donc là, c'est une autre recherche, on se ressource dans des choses que l'on connaît déjà, mais auxquelles on va apporter une valeur ajoutée supplémentaire d'une année sur l'autre. Et donc ça, c'est un autre type de séjour qui est pris par les Français. Il y a aussi également une raison économique qui explique ces 29%. Donc c'est des séjours qui coûtent un petit peu moins cher, puisque vous savez que sur un budget, il y a à peu près un tiers qui est pour le budget de l'hébergement. Et donc là, évidemment, l'hébergement est économisé, entre guillemets, parce qu'on paye toujours un peu. Pas dans la famille, mais avec les amis, ça peut être aussi... on est obligé de participer quand même à tout ce qui est consommé. Mais donc, en tout cas, pour l'hébergement, il est économisé. Pour la résidence secondaire, c'est un peu différent, parce qu'on paye tout au long de l'année, évidemment, cette résidence secondaire. Et puis, alors, le principal séjour pour les Français, c'est le long séjour marchand. Donc là, avec hébergement payant, on est à 40% des Français. Et là, on a vu une évolution sur ces dernières années, c'est que les Français préfèrent dépenser plus sur des séjours plus courts, mais avoir quelque chose de nouveau, de renouvelé, parce qu'ils ont envie de changer. Ils ont une très forte envie de changer, de renouveler, et ils investissent du coup à la fois émotionnellement et puis financièrement pour le long séjour marchand. Donc c'est pour eux un effort. Et ils cherchent beaucoup. Quand ils préparent ce séjour-là, c'est là où ils passent le plus de temps, où ils vont comparer, ils vont analyser les prix, ils vont demander l'avis à droite ou à gauche, ils vont lire encore des brochures qui existeraient, ou en tout cas consulter en ligne, ils vont regarder les avis. Donc c'est un investissement vraiment important au niveau temps pour la préparation de ces longs séjours. Et c'est quasiment 22 millions de Français sur ces longs séjours marchands. Donc, ces trois types de séjours, quand on calcule au moins un type de séjour pris, entre le court, le long marchand et le non marchand, on arrive donc aux 66% de ceux qui sont partis. Voilà. Parce qu'il y a des intersections, évidemment, entre les différents types de séjours, dont je ne voulais pas apporter là, parce que c'était un petit peu compliqué à faire toutes les intersections, mais au moins un type de séjour, parmi les trois, ça donne le 66%. Voilà. Alors, les raisons de notre départ... Bon, oui, c'est les fameuses photos perso. Ça, c'est pris au Trocadéro. Il y a toujours des gens qui viennent tous les jours chanter pour continuer à pouvoir voyager. Alors, les raisons de non-départ, alors sur les 34% de Français qui ne partent pas, voilà, ça fait quand même près de 19 millions de Français. La moitié des raisons sont des raisons financières. Voilà, 17% des Français de 15 ans et plus qui ne partent pas, c'est-à-dire 9,3 millions, c'est pour des raisons financières.
Et là, ça pourrait être beaucoup plus élevé s'il n'y avait pas les actions de type chèque ANCV, donc les chèques vacances, qui sont dématérialisés d'ailleurs en 2020, Connect, et puis tout ce que font les associations, évidemment, voilà, les secours populaires, les caisses d'allocation familiale aussi qui versent de l'argent, les comités d'entreprise, enfin, toutes ces aides aussi permettent à des gens en tout cas de résoudre en partie la raison financière qui est la moitié des raisons, puisque l'autre moitié, vous voyez, c'est lié à des problèmes de santé, des raisons professionnelles, change de travail, un choix personnel de ne pas partir, et puis pour beaucoup d'ailleurs parfois sur des régions qui sont très touristiques, donc ils ont tout sous la main. Voilà, il y a la solitude, la grossesse ou un enfant en bas âge, et voilà, des contraintes de garde où on s'occupe d'une personne âgée. Voilà les principales raisons pour le non-départ, mais on peut agir sur les raisons financières. Vous savez que pour 2020, il y a une baisse d'impôts, il me semble, de 5 milliards, et puis il y a pour 80% la baisse de la taxe d'habitation. D'après ce qu'il montrait ce matin aux informations, pour un couple, ça faisait de l'ordre de 300 € en plus. Donc c'est du pouvoir d'achat qui peut effectivement être dévolu au partir, puisque vous savez que on va le voir avec le besoin vital à la fin de la présentation, mais les Français prennent donc l'argent pour partir. Ils ne veulent surtout pas partir à crédit, encore une fois. Ils nous l'ont encore confirmé. Surtout pas. Donc, ils mettent de l'argent de côté. 70% prévoient un budget pour pouvoir partir. Ils ne veulent pas avoir de soucis, avoir payé un crédit pour ça. Éventuellement, ils fractionnent un certain nombre de prestations quand c'est proposé à coût zéro, à payer en 3 fois. Mais ils ne veulent pas donc partir à crédit. Donc, ils mettent de l'argent de côté. Voilà. Ça, c'est leur façon aussi de déstresser pour pouvoir partir. Et ils prennent ce budget-là sur la différence entre tous les revenus du foyer et puis les charges contraintes. C'est ce qu'on appelle le revenu libéré. Donc, c'est dans ce revenu libéré qu'ils vont prendre tout ce qui est tourisme. Voilà, ça c'est mon petit-fils. Donc, taux de départ des Français entre France et étrangers. Alors, les Français, donc ceux qui partent uniquement en France, c'est 51% des Français qui sont partis. Donc ça fait près de 18 millions. Donc ceux-là sont partis uniquement en France. Ceux qui sont partis uniquement à l'étranger, 20%. Ceux qui sont partis dans les deux types de destinations, donc France métropolitaine et étranger, 29%. C'est un taux d'ailleurs qui a augmenté. Donc quand vous faites le total des parts de marché entre France et étranger, et dom-tom. Dom-tom, on l'a mis là pour des raisons géographiques, bien entendu, puisque les Français nous disent, quand je vais là-bas, je vais en France, mais pour moi, c'est aller à l'étranger, parce que c'est d'ailleurs ce qu'ils recherchent. C'est pas le même climat, c'est pas, voilà, tout est différent, tout en étant quand même dans un territoire français. Mais donc, géographiquement, on l'a mis là, sachant que dans l'étude, il est séparé, hein, mais là, on l'a mis ensemble. Donc, vous voyez que ça fait une part de marché pour la France qui reste très importante, à 80%, donc 51 plus 29. Et pour l'étranger, il y a eu une forte hausse en 2018. On est à 20 plus 29. On est à 49%, donc quasiment un Français sur deux qui est parti à l'étranger. Donc là, on a vraiment eu une hausse, et pour beaucoup, dû à l'augmentation des vols low cost, et puis voilà, tout ce qui est limitrophe par les trains à grande vitesse également. En tout cas, il y a eu beaucoup plus de départs à l'étranger pour les Français donc, en 2018. On verra pour 2019, puisqu'effectivement, on l'a vu au préalable, un bilan ne peut pas se faire avant que ça soit fait. Donc un bilan se fait, évidemment, là, le bilan 2018 s'est fait en janvier-février 2019, et le bilan de 2019 sera en janvier-février 2020. C'est juste pour reprendre une boutade de nos amis tout à l'heure. Voilà, le bilan se fait après. Donc, en tout cas, il y a une appétence pour l'étranger, mais vous voyez, ce qui est important, c'est de voir le maintien de la France. Alors, les e-tourismes maintenant, donc j'ai remis ça parce que c'est quand même une fresque qui est magnifique de Raoul Dufy, la fée électricité, qui est au musée d'art moderne, qui est en travaux actuellement, hein, mais vous pourrez la revoir. 1937, donc, vous voyez,
pour l'exposition internationale des arts et technologies dans la vie moderne, 1937. Voilà. Alors, pour les e-touristes, ceux qui ont préparé, on a gardé le même pourcentage, mais avec une augmentation des Français partis, je vous le rappelle, mais on a gardé le même pourcentage de Français qui ont préparé en ligne leur séjour en 2018, à 79%, donc un peu plus de 28 millions de Français qui ont préparé leur séjour en ligne. Voilà. Mais ce qui est impressionnant de voir sur 12 ans, vous voyez que ça fait quasiment 16 millions de Français de plus qui ont préparé en ligne leur séjour. Et on va le voir dans les nouveaux comportements que je vous ai résumés après, ça a beaucoup de conséquences, évidemment, en termes d'infomédiation et d'offres et de demandes touristiques. Beaucoup de conséquences en termes de comportement. Voilà pour la photo, en tout cas, importante de 79%. Alors, maintenant, la réservation en ligne, là, c'était sur la place de la Concorde, c'était pour les futurs Jeux 2024, l'équipe de France de trampoline. Là, il faut se dépêcher de prendre la photo, parce que... Voilà. C'était impressionnant de voir, il y avait plein de sports qui étaient présentés avec toutes les équipes qui allaient jouer au jeu, et qui parlaient, qui montraient aux enfants, c'était extrêmement bien fait, un vrai succès. Voilà. Alors le taux de réservation en ligne parmi les Français partis, il a augmenté de 2 points, avec pourtant une augmentation, vous voyez, des Français qui sont partis en 2018, parce qu'on est à 55%. Voilà. Et là, rappel, on était à 21% en 2006, 12 ans avant. Donc, vous voyez l'augmentation absolument incroyable. Donc, ça fait déjà près de 20 millions, on peut dire, de Français qui ont réservé tout ou partie de leur séjour en ligne, sachant que, vous venez de le voir, que 80% de Français ont fait des séjours en France, 49% à l'étranger, mais 80% aussi en France. Donc, vous voyez qu'on a moins besoin aussi de préparer, entre guillemets, pour cela. Essentiellement, après on verra l'aspect environnement après, mais essentiellement avec le véhicule personnel, donc aussi moins de préparation en termes de transport. Et puis, beaucoup d'acteurs ne sont pas encore consultables et réservables en ligne. On a fait une grosse étude pour la Wallonie il y a quelques mois, et où on voit, et ça doit être identique en France, que énormément d'acteurs, notamment dans les activités, dans tout ce qui est patrimoine, culture, art, etc., ne sont pas consultables ni réservables en ligne. Donc il y a encore beaucoup de grains à moudre pour mettre en ligne plein d'acteurs de l'offre sur les territoires. Et donc ça va vraisemblablement faire augmenter ce pourcentage de 55% qui donc ont réservé tout ou partie de leur séjour. Mais vous voyez, ça a augmenté de 13 millions de Français en 12 ans. Donc c'est absolument énorme, c'est une progression voilà, à noter. Alors justement, on en vient au nouveau comportement, c'était pendant la canicule, mais là aussi on en parlera après d'un autre point de vue. Le nouveau comportement des touristes, c'est devenu une vraie piscine municipale, alors que l'eau, vraiment, il faut s'accrocher, parce qu'évidemment elle est hyper chlorée, c'est de l'eau qui est recyclée constamment, heureusement d'ailleurs, mais voilà, mais ils étaient dedans. Alors, donc là, c'est un résumé des nouveaux comportements, et ils sont sous-tendus par ces chiffres impressionnants, donc de 79% qui ont préparé et de 55% qui ont réservé. Donc, beaucoup de nouveaux comportements. Alors déjà, ils sont habitués, pour 79% des e-touristes, 79% des e-touristes, parce qu'au total, 91% de la population de 15 ans et plus est internaute. D'accord ? Il y a 9% encore qui ne le sont pas. C'est essentiellement une question d'âge. Donc 79% des Français partis, donc qui ont préparé en ligne, sont ce qu'on appelle des e-touristes. Donc pour cela, ils sont connectés. Voilà, ils sont connectés sur place, ils se connectent avant, ils se connectent quand ils veulent, de n'importe quel endroit, de n'importe quel lieu, donc à n'importe quelle heure. On voit des courbes, des fois de consultation, même quand il y a des opérations très intéressantes sur des billets promotionnels et autres. Ils sont prêts, ils sont là, ils sont connectés, ils utilisent plusieurs devices, celui qu'ils ont à portée de main. Ça peut être l'ordinateur fixe, souvent d'ailleurs au bureau. Ça peut être un netbook, ça peut être une borne interactive, ça peut être évidemment le smartphone ou une tablette. Voilà. Alors, la nouveauté, c'est qu'effectivement, ils peuvent réserver de manière intermédiaire, en direct, auprès de professionnels, de particuliers. Ils savent jouer avec tout ça maintenant, ils se sont habitués. Voilà, ils prennent ce qui leur convient parmi toutes les possibilités qui sont données, direct, intermédiaire, etc.
L'énorme intérêt qu'ils y voient, c'est dispo, résa, on peut y aller à tel prix. Ils jonglent avec les prix, ils bougent avec le yield, ils voient qu'avec flexibilité, matin, après-midi, etc. Donc ils sont dans un cycle hautement accéléré qui oblige aussi les acteurs de l'offre à être dans ce cycle accéléré. Donc on parlait de slow tourisme ce matin, et là c'est vrai que le e-tourisme est quelque chose qui accélère considérablement le mouvement. Il arrive à faire découvrir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues, il arrive à répartir les flux sur un territoire, mais il donne aussi cette accélération à l'offre et la demande, qui n'est pas forcément quelque chose de très bon, mais en tout cas c'est comme ça. Ils deviennent vraiment responsives. Selon le device qu'ils ont, selon les offres qui sont là, saisir une occasion. En plus, ce sont des devices entre guillemets volatiles, en tout cas virtuels, et donc ils ne gardent pas la trace forcément de ce qu'ils voient. Donc ils sont souvent, je l'ai mis également, surinformés. Comme ils voient des écrans sur des supports différents, ils confondent même des fois les acteurs quand on leur demande mais auprès de qui vous avez réservé ces hébergements, ils ne le savent plus. C'est-à-dire qu'il y a une telle masse d'informations, une telle vitesse qui est apportée avec cela, que parfois ils ne savent même pas revenir sur l'acteur d'où ils ont vu ça, etc. Et beaucoup d'ailleurs, notamment quand ils vont à l'étranger, reviennent en agence de voyage en disant « Bon, moi j'ai vu à peu près ça, à peu près ce prix-là, mais préparez-moi maintenant le séjour parce que là je suis un petit peu perdu. » Donc d'ailleurs, les agences récupèrent face à face, ou des offices de tourisme d'ailleurs, ou des comités d'entreprise récupèrent, ou des TO en direct, récupèrent des gens comme ça qui finalement ont beaucoup cherché, se sont un peu perdus et reviennent. Mais en tout cas, on est vraiment dans des gens qui maintenant, avec le multimédia, font de l'immersif, du virtuel avant le réel, donc ils regardent exactement quelle va être la vue du logement, quelle plage je vais avoir dans tel moyen de transport, qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité, se mettre sur un festival, une vague pour faire du surf, un enneigement, donc qui deviennent extrêmement réactifs et qui du coup permettent d'ailleurs à toutes les destinations de vendre jusqu'à la dernière seconde, voire sur place, puisqu'il y a cet accès en temps réel aux offres. Voilà. Mais donc, ils perçoivent cette surinformation, on l'a vu, et surtout, ils souhaitent de plus en plus de la transparence. Il y a des engagements, ils veulent qu'ils soient tenus, que la promesse soit tenue, ils vont les vérifier, ils deviennent, on le voit dans les démarches, ils deviennent de plus en plus judiciaires, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer si ce n'est pas exactement ce qu'ils avaient vu, souhaité, etc. Et comme il y a une énorme influence des avis de tout ce qui est mis en ligne, de tout ce qui est produit, eh bien, ça pousse aussi à ce problème de la judiciarisation des prestations. Donc ça, c'est quelque chose aussi, pour vous, c'est vraiment être très pédagogique, expliquer qu'est-ce qui est compris, pas compris, etc. Donc il y a un gros travail à faire aussi de la part des prestataires pour cela. Alors, donc, cet aspect e-tourisme, vous voyez, a des avantages, mais également, vous avez des Français qui deviennent beaucoup plus imprévisibles. Ils changent, ils cherchent l'effet d'aubaine, plus opportunistes par rapport à un prix, par rapport à une prestation. Voilà. Et des gens, finalement, qui s'habituent de plus en plus aussi à noter. Et ça aussi, c'est quelque chose. Il y avait un article, d'ailleurs, dans le... oui, je l'ai lu récemment. Enfin, en tout cas, maintenant, la notation, c'est quelque chose qui va peut-être trop loin aussi, parce que finalement, c'est tout le temps présent pour les gens, et ça peut perturber beaucoup d'acteurs aussi de l'offre, qui doivent faire constamment attention. Et des fois, évidemment, la notation peut être subjective, c'est même très souvent le cas, puisque c'est une personne qui a dit telle ou telle chose. Voilà. Alors, et l'évolution très importante, je vous dis, qui fragmentait, qui cherchait, notamment pour le court séjour, beaucoup d'expérientiel. C'est vrai qu'on voit une évolution vers une demande très importante d'offres plus originales. Ils veulent vivre quelque chose de plus intense, qui ait du sens, où on raconte une histoire, où il y a une thématique. Ils veulent revenir plus riches en émotions, et ils recherchent énormément, notamment pour tester pour le court séjour, et puis pour le long séjour marchand. C'est vraiment cette notion d'intensité qu'ils recherchent dans leur séjour, parce qu'ils veulent vivre quelque chose de nouveau, quitte à ce que le séjour soit plus court, quitte à ce que ça leur ait coûté plus cher, mais ils réduisent le prix par la durée de séjour moindre, quitte à faire attention, mais cette notion de renouvellement, de changement est vraiment très importante, d'infidélité à la destination d'avant,
mais qui est logique parce qu'ils veulent changer. Donc la notion de changement, on le voit dans tous les domaines sociopolitiques, une volonté de changement, et on la retrouve dans ce renouvellement, mais qui est sans doute également, qui s'explique par le e-tourisme, parce que c'est quelque chose maintenant où les choses vont beaucoup plus vite par rapport au cycle que je vous ai évoqué tout à l'heure. Alors, donc la notion de nouveauté, c'est quelque chose qu'il faut que vous mettiez énormément en avant, et puis surtout aussi, on l'a vu par exemple avec Amsterdam, c'est la gestion donc élargie des aires de tourisme, où ils peuvent du coup trouver des choses très intéressantes à voir et qui peut résoudre en partie le problème qu'il peut y avoir dans certains endroits de surfréquentation. Voilà. En tout cas, la demande très forte qu'ils nous le disent, c'est qu'ils ont envie d'être bien accueillis, qu'il y ait une empathie qu'ils ressentent de la part des professionnels qui les accueillent, vraiment ces professionnels, ils sentent qu'ils ont envie qu'ils soient là, que ce ne soit pas un bonjour qui est notifié dans une liste de choses à faire, il faut dire bonjour, il faut dire au revoir, non, c'est pas ça, il faut qu'ils sentent réellement qu'ils sont bien accueillis et que les gens qui sont là aiment les accueillir et leur faire vivre la destination. Donc ça, c'est quelque chose... La sincérité, en fait, dans la démarche d'accueil est quelque chose de très important et qu'on a vu remonter vraiment dans les demandes spontanées quand on les interroge. Donc vous voyez qu'il y a, sur ces 12 années d'évolution, même sur 17 ans du baromètre, on a vu vraiment monter très clairement, et c'est pour beaucoup, en termes de comportement, d'abord, évidemment, les Français ont changé, mais aussi en termes de préparation et de réservation, et puis aussi même pendant le séjour et après, un rôle prépondérant du e-tourisme à tout point de vue, parce que le fait d'échanger, on voit bien que Internet, dans plein d'autres domaines, politiques, sociologiques également, on le voit dans le monde entier, change, les gens maintenant sont en réseau, et donc évidemment ça change pour beaucoup aussi la façon d'appréhender les choses, puisqu'on échange avec d'autres personnes. Et cet échange qui s'est massifié, évidemment, pour une destination, pour le touriste en lui-même, c'est quelque chose qui va changer aussi sa relation à sa consommation touristique. Alors, là, on va justement aborder des nouveaux indicateurs. Donc, il y en a un qu'on suit, mais voilà, là, c'était quand il y avait la Tour Eiffel avec One Planet, sur le sujet de l'environnement, qui est un sujet très important, qui a déjà été abordé ce matin, mais qui de toute façon doit faire partie maintenant de notre vie quotidienne. Donc j'ai essayé de... Alors déjà, je vais vous montrer des résultats d'études sur ce point, et puis j'ai essayé de réfléchir aussi sur cet aspect. Alors aux Français, lors d'une autre phase là, exploratoire cette fois-ci, donc ce n'est pas du quantitatif auprès des Français, l'exploratoire, de la même façon qu'on avait fait l'étude sur les 19 critères de choix des destinations, et bien là, on a écouté 200 Français de manière libre en disant qu'est-ce qui peut vous empêcher d'aller dans une destination X ou Y. Voilà, donc on les a écoutés et on a repéré les 6 principaux critères, parce qu'on voulait les évaluer ensuite. On a voulu évaluer donc les 6 principaux critères qui feraient qu'ils ne choisiraient pas une destination par rapport à une autre. Voilà. Et alors, les 6 critères, c'est que la destination soit sûre. On voit bien d'ailleurs tout ce qui peut se passer. Donc la notion de sûreté quand on va dans une destination. Le deuxième critère, que ce ne soit pas un lieu de surtourisme. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, la façon dont, encore une fois, Amsterdam, par exemple, gère les flux, mais il n'y a pas qu'Amsterdam, il y a Venise, il y a Barcelone, il y a Grenade avec l'Alhambra, il y a plein de lieux, Lisbonne peut-être, qui essaient de gérer les flux. Voilà. Et donc, deuxième question, mais je reviendrai dessus, pas soumise à des aléas climatiques. Voilà. Et le respect de l'environnement sur place, on va revenir dessus, le respect des droits de l'homme et les trajets pour s'y rendre. Donc vous voyez, ce que l'on a fait là, je vais revenir dessus, on l'a administré ensuite, ce qualitatif, après l'exploratoire, on l'a administré aux agents de voyage. Le terrain s'est terminé il y a 10 jours, hein, donc c'est une étude extrêmement récente, qui, eux, encore une fois, connaissent leur clientèle. Ils ont surtout une clientèle qui part à l'étranger.
les agents de voyage. Donc ce palmarès donné par les agents de voyage s'applique davantage à une clientèle qui part à l'étranger, d'où la dernière place pour le trajet pour s'y rendre avec une faible émission de CO2, puisque pour beaucoup de trajets à l'étranger, c'est évidemment, l'avion est là. Après, il y a d'autres moyens on verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà le palmarès. Donc, le premier, donc, destination soit sûre. Là, de toute façon, bon, vous avez vu, il y a les avis aux voyageurs, le ministère des Affaires étrangères, il y a le fichier Ariane. Il y a eu beaucoup de débats sur cet aspect de sûreté, puisque c'est une notion de responsabilité aussi, parce qu'on ne peut pas interdire une destination, mais c'est aussi une question de responsabilité du touriste qui va dans tel ou tel lieu, qu'on ne peut pas, comme ça, évidemment, on part de France, mais en France, d'ailleurs, il peut y avoir des soucis de ce point de vue-là, mais il faut être responsable quand on va dans des lieux qui peuvent être tendus, ou des problèmes, voilà, sociaux ou économiques tendus, ou de possibles attentats. Donc la destination soit sûre, ça c'est quelque chose, vous voyez, 91% des agents de voyage disent ça ressort quand les gens vont à l'étranger. Voilà. Ensuite, on a été quand même très étonné effectivement du niveau du surtourisme à 75%. Là, c'est quelque chose que les Français maintenant disent clairement aux agents de voyage. Donc on veut éviter le surtourisme tout en souhaitant évidemment visiter les lieux incontournables. Donc c'est pas évident. Et en tout cas, c'est une idée qu'on n'avait pas vue évidemment apparaître précédemment, mais qui maintenant fait partie des demandes intrinsèques des touristes quand ils discutent avec les agents. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Et le surtourisme, on le voit bien quand on parle avec eux, c'est bon pour personne. Ça épuise la destination, ça épuise les autochtones, ça fait qu'il y a des queues partout, qu'on ne peut pas voir les choses correctement, et que cette saturation donc n'est bonne, encore une fois, pour personne. Voilà. Donc il y a plein de manières d'éviter, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec Amsterdam en exemple, il y en a plein d'autres, c'est de gérer les flux, de les répartir, c'est de faire des coupes-fils, c'est de mettre des quotas, comme l'a fait l'Alhambra, éventuellement sur des lieux emblématiques, et puis d'autres lieux le font également, c'est de reconstituer des lieux pour que les gens puissent les voir sans forcément que ce soit l'original. En tout cas, c'est d'avoir la préoccupation de bien répartir les flux pour que tout le monde s'y retrouve. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis, le e-tourisme a de ce point de vue-là une place à jouer, parce que vous pouvez mettre en temps réel, par exemple, les flux. D'ailleurs, vous avez vu comment ils analysent avec la CityCard, on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, vous pouvez aussi voir les lieux les plus fréquentés, à quelle heure, etc., et donner des conseils aussi aux touristes pour qu'ils évitent les flux. Donc, il y a des méthodologies qui permettent de régler ce problème du surtourisme, qui est un petit peu lié au sujet de l'environnement, mais pas complètement. Ensuite, il y a les aléas climatiques. Bon, ça, là aussi, quand ils vont à l'étranger, et là, c'est lié au sujet climatique, puisque on voit dans toutes les statistiques, effectivement, les phénomènes s'accélèrent. Il y a des phénomènes climatiques de plus en plus violents, de plus en plus courts. Il y a des périodes de sécheresse très longues. On l'a eu cette année en 2018. Voilà, enfin, 2019 et 2018, ça a été l'une des années les plus chaudes. Donc on est maintenant dans des successions aussi de sécheresse et d'inondations. On a eu des inondations en 2016, 2 ans avant également. Donc on est dans des phénomènes maintenant violents partout qui se multiplient. Et donc ça aussi, le tourisme évidemment l'a intégré, et donc il demande là aussi de pouvoir si possible éviter. Mais en tout cas là c'est directement, paraît-il, après c'est difficile, ce sont des choses que les experts peuvent dire, mais en tout cas qu'il y a un rôle joué par le réchauffement climatique dans ces changements climatiques. Le respect de l'environnement sur place. Alors ça, c'est quelque chose... Vous voyez qu'il y a 2 groupes, il y a 91 et 75, et puis après, on est dans un groupe à 42-41, qui sont liés quand même, puisque 41-42, à un point, c'est le respect de l'environnement sur place. C'est quelque chose aussi qui est remonté, alors qui était dans le qualitatif auprès des Français, enfin sur 200 Français quand même, de manière spontanée, encore une fois.
Et là aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu comme ça avant, c'est pour ça qu'on l'a quantifié là, et on va certainement le quantifier auprès des Français en janvier-février 2020. Mais le respect de l'environnement sur place, donc la gestion de l'eau, des déchets, le recyclage, je reviendrai dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui est dit par les Français quand ils vont voir les agents. Ensuite, le respect des droits de l'homme, là, on descend d'un palier, c'est un troisième palier qui est à 22%. Ce n'est pas forcément, on peut dire, à 22% une préoccupation pour eux qui ressort spontanément. Et la dernière préoccupation, après, le trajet pour s'y rendre avec une faible émission de CO2 ou une compensation carbone. Là, le message n'est pas encore clair et pas passé. Et puis surtout, bon, les gens, quand ils vont à l'étranger, effectivement, ils privilégient l'avion. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile à travailler ce sujet du déplacement. Donc, en tout cas, ce palmarès interpelle parce qu'il y a plein de facteurs nouveaux qui apparaissent très rapidement, puisque maintenant tout le monde se saisit du sujet, et on voit que c'est aussi tout le monde, mais aussi les touristes en sont conscients, en parlent et demandent des actions. Et ça, c'est la première année. Encore une fois, 17 ans d'analyse, et plus, il y a le baromètre, mais il y a d'autres études, où c'est la première année où on sent une prise de conscience des Français sur ces sujets, mais en demandant des actions. C'est-à-dire qu'ils veulent plus de sensibilisation, ils veulent surtout comprendre. Donc il y a un aspect pédagogique qui est extrêmement important, puisqu'on ne sait pas comment aborder ce sujet. Et c'est un sujet qui est délicat, on a l'impression de faire le grand écart, puisque tourisme égale mobilité, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est très difficile. Mais en tout cas, il y a possibilité de faire plein de choses, mais ils sont dans une phase où ils sont prêts, voilà, ils sont prêts à agir, à recevoir des actions, à faire quelque chose. Donc, et ils attendent aussi en retour. Et tout à l'heure, c'est très intéressant, je pense à l'Office de tourisme de Cluny, qui me revient le plus en tête, mais c'est très intéressant de voir les réflexions qui sont faites, qu'est-ce qui est proposé, voilà, en termes aussi de fréquentation, d'action marketing vis-à-vis de telle ou telle population. Ils sont dans le vrai par rapport à cette nouvelle réflexion que tout le monde doit avoir maintenant vis-à-vis des touristes. On ne peut pas continuer comme avant. Alors, autre résultat, on analyse 19 critères de choix des destinations des Français qui avaient été préparés aussi par une méthode exploratoire. On avait écouté 200 et on avait extrait de tous ces verbatim les 19 qui revenaient le plus. Et sur 19 critères, eh bien, les Français, déjà, pour choisir leur destination, en choisissent 12 en moyenne, 12, ce qui est énorme, ce n'est pas une ou deux ou trois, c'est 12 critères en moyenne. Donc, c'est un vrai cahier des charges qu'ils font quand ils choisissent leur séjour, donc 12 critères en moyenne. Et donc, sur 19 mesurés, la place de l'environnement, on l'a vu grimper marche par marche en 17 ans. Et au début, c'était en Cali, puisqu'on l'a quantifié depuis 7 ans. Et depuis 7 ans, voilà, marche par marche, pour arriver à la 6e position. Alors, encore une fois, pour atténuer l'importance quand même, on est à 79% qui disent qu'ils s'occupent de ce critère, mais ce sont 19 questions. C'est du oui-non à chaque fois. Donc, évidemment, une convergence de critères entre eux, puisqu'ils en prennent 12 en moyenne. Donc, c'est 6e position, mais sur 12 critères en moyenne, pour tempérer, c'est le cas de le dire, mais pour tempérer le critère environnemental. Mais en tout cas, c'est quand même une 6e position. Donc là aussi, on voit, ça démontre, par rapport à ce qu'on a vu avant et là, cette importance maintenant que prend ce critère de l'environnement. Voilà, vous voyez, 12 critères, 3 exactement en moyenne, et la 6e place donc pour l'environnement. Voilà, comment se répartissent en fait les fréquences de critères avec le 12 en moyenne. Voilà. Alors, quels sont les profils des Français? Ça, c'était la journée du patrimoine, il y a quelques temps, là. Visite de l'Élysée, je ne l'avais jamais faite. C'était un peu spécial, j'avoue, puisque Paris était quadrillé, vidé, à cause des problèmes sociaux. Et voilà. Donc, on a réussi à rentrer. Il faut attendre à peu près, entre le début du parc et l'entrée de l'Élysée, il faut attendre à peu près 4 heures. Donc, ce n'est pas forcément les profils des Français qui se préoccupent du respect de l'environnement. C'est juste une image, bien entendu. Mais en tout cas, c'est un magnifique palais. Alors,
Ça, c'est complètement inédit. On a étudié les profils des Français qui se préoccupent, enfin en tout cas qui ont cité le respect de l'environnement, donc ceux qui font la 6e place de ce critère. Hein. Donc 79% qui ont dit oui à ce critère, ça fait quand même 17 millions de personnes, c'est pas rien. Et ceux qui ne se préoccupent pas, enfin en tout cas qui ne l'ont pas cité. Alors on voit tout de suite quand on fait le tri croisé des gens qui ont cité par rapport à ceux qui n'ont pas cité, que ceux qui l'ont cité ont un revenu en moyenne inférieur que ceux qui ne l'ont pas cité. Voilà, donc des gens qui ont des revenus moins élevés. Bon. L'âge, parce qu'on dit les jeunes, l'âge est plus élevé. Là, on est sur des touristes qui sont partis. La base, c'est des touristes qui sont partis en long séjour avec hébergement payant. Hein. Donc on a vraiment pris, vous savez, les 40% des Français de 15 ans et plus, on a pris ceux-là, c'est à ceux-là qu'on a posé la question, pour avoir des gens qui dépensent pour partir, etc. On voit là que pour l'âge, on a plutôt des gens qui s'en préoccupent, qui sont un peu plus âgés. Sans doute avec le recul, ils voient les évolutions des choses, et donc un peu plus âgés. Qui habitent moins 38, c'est moins 38 000 en moyenne, c'est-à-dire ils habitent dans des zones un peu moins urbanisées que ceux qui ne s'en préoccupent pas. Donc un petit peu moins urbanisés. Ensuite, ceux qui ont des enfants, d'ailleurs ça a été le message du directeur de l'Office de tourisme de Cluny, ceux qui ont des enfants s'en préoccupent beaucoup plus. Vous voyez, 7 points de plus par rapport à ceux qui n'en ont pas, parce qu'évidemment, c'est l'avenir, on pense à ce qui peut se passer pour eux, etc. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose qui se partage davantage. Et on voit également que ceux qui sont partis à l'étranger ou les dom-toms, du fait même du moyen de transport qui est pour beaucoup l'avion, eh bien ça en préoccupe moins que ceux qui sont partis uniquement en France métropolitaine. Donc la notion du consommer aussi davantage local, pas besoin d'aller loin, etc. Donc on a vraiment là une description très précise des Français maintenant qui sont sensibles et qui sont encore une fois en attente d'action par rapport à ce sujet de l'environnement. Enfin, ce sujet, le mot est faible, puisque c'est une nécessité. Donc au vu de tout ça, j'ai réfléchi. Vous voulez, on est là pour ça. Je ne suis pas un expert de l'environnement, hein, je suis analyste, statisticien, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas un expert de l'environnement. Donc on l'a déjà, je me suis dit, il faut qu'on l'intègre dans nos travaux. Voilà. Puis après, j'ai réfléchi. Donc je vous livre ma réflexion. C'est pour apporter de l'eau au moulin de cette réflexion. Déjà, j'ai remis évidemment cette photo exceptionnelle de William Enders. Il était en orbite, hein, ça n'était pas pris de la Lune, mais il était en orbite et qui a pris la Terre. Et c'est une photo de 68. Et cette photo a été le déclenchement. Et Thomas Pesquet en a reparlé hier soir. J'ai regardé la fin du débat, l'émission sur la planète de France 2. J'essaie de la voir en entier en replay, en faisant attention à la consommation énergétique du replay. Mais cette photo, vraiment, et Thomas Pesquet le disait hier soir, il dit j'ai essayé de partager par mes photos la fragilité de ce miracle qu'est la vie sur Terre. C'est un miracle dans l'univers, c'est un miracle. Il n'y a aucune planète connue actuellement où on puisse avoir ce miracle, cette beauté de la nature et tout ce qu'on peut avoir avec cette petite couche d'atmosphère qui nous protège. Il a bien dit hier soir, il montrait cette photo où on voit une Terre éclairée la nuit de manière intense, avec cette petite couche d'atmosphère qui nous protège en fait et qui nous permet de vivre. Et il dit voilà, on est dans cette toute petite, infime, pas tous les mots, mais c'était poignant, parce que c'est vrai que quand on voit ça, on se dit qu'il faut protéger cette planète. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, je pense que là, le débat, c'est plus... non, on est obligé. Voilà. En tout cas, voilà, il ne faut pas faire ça. Ça, je l'ai pris dans un parc près de la maison, mais je l'ai recherché partout, cette photo. Je savais que je l'avais prise, mais là, je voulais absolument la mettre, parce qu'on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas.
Voilà. Donc, de toute façon, on va être obligé de faire évoluer notre façon de produire et de consommer. Ça a été abordé ce matin, c'est abordé constamment, on est obligé. On ne peut pas continuer. Donc voilà, je vous livre l'analyse. On est 7,7 milliards d'humains actuellement. On va être 10 milliards en 2050. D'accord ? Donc 2,3 milliards de plus en 2050. 2050, c'est pas loin. Et vous savez, il y a la notion maintenant de jour du dépassement. Donc en 2019, c'était le 29 juillet, là, cette année. C'est calculé, bon, c'est, vous voyez, 3 millions de statistiques sur 200 pays par le Global Footprint Network, LVVF. Voilà. Donc c'est la date où l'empreinte écologique dépasse la biocapacité de renouvellement que peut avoir la Terre. Donc on consomme de mémoire 1,75 planètes actuellement. Voilà, donc comme on n'en a qu'une, il y a un souci. Donc voilà, ça c'est un constat, parce qu'après on peut en faire beaucoup. Mais donc on est obligé, il n'y a pas, j'ai mis ce mot à dessein. Donc d'économie. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on consomme à tout va des ressources fossiles, hein, gaz, pétrole, voilà, charbon, et ces ressources, bien sûr, sont épuisables. Donc de toute façon, il y a ce qu'on appelle, par exemple, pour le pétrole, le pic pétrolier, qui est prévu actuellement en 2025. Ça a été reculé plusieurs fois parce qu'il y a eu les gaz de schiste des États-Unis donc, qui ont reproduit du pétrole de schiste. Et là, bonjour l'environnement, d'ailleurs, pour ces gaz de schiste. Mais en tout cas, voilà, pic pétrolier prévu en 2025, même si c'est 2045, de toute façon, ça veut dire que c'est la pointe de la production qui, après, ça va décroître. Donc, de toute façon, il faudra s'habituer, même pour une question qui n'est pas environnementale, à ce que les énergies fossiles épuisables baissent. C'est une évidence. Quand on voit d'ailleurs les championnats qu'il y a eu à Doha, sincèrement, en termes d'environnement, ça fait mal au cœur, quoi, de voir ces stades qui étaient avec des souffleries, avec un gaspillage mais absolument incroyable pour faire les jeux là-bas. Ça fait vraiment quelque chose. Bon, en tout cas, énergie renouvelable, évident. Donc tout ce que vous voulez, ça peut être marée motrice, ça peut être des hydroliennes, ça peut être des éoliennes, ça peut être des panneaux solaires, avec évidemment tout le cycle à voir pour celles qui sont les plus faciles à fabriquer, qui polluent le moins aussi en fabrication, le stockage de l'énergie qui n'est pas simple, il y a plein de choses, on ne va pas faire ça. Là, je vous livre des réflexions, mais en tout cas, absolument indispensable. Voilà, la biodiversité, on l'a vu, indispensable à sauvegarder. Les terres arables, parce qu'on va être 10 milliards, donc il y a bien aussi cette protection des terres cultivables à laquelle il faut réfléchir et pas avoir des prédateurs qui s'en emparent. C'est le cas actuellement, donc c'est aussi une réflexion par rapport à ces terres. Et la sélection des cultures, parce qu'il y a des cultures qui pompent énormément d'eau par rapport à d'autres et qui parfois sont réutilisées, par exemple, en bioénergie. Donc le circuit aussi, là aussi, est parfois étonnant. Et tout ce qui est qualité des importations. Parce que si nous, on fait tout ce mouvement environnemental, mais qu'on importe des biens, des services, des produits qui, eux, ne sont pas produits avec des normes environnementales, ça crée une distorsion de concurrence, parce que nous, on va être plus cher, mais en plus, ça ne résoudra pas le problème, puisqu'on est encore une fois sur une seule planète, de ceux qui les produisent. Donc là aussi, complexité par rapport à ça. Et évidemment, tout ce qui est qualité de l'air, on a vu ce qui s'est passé à Rouen, c'est un sujet là aussi majeur. Il y a eu des évolutions très positives. Avant, il y avait beaucoup de plomb dans l'essence, on a réussi à l'enlever. On a réussi à faire le trou d'ozone, vous voyez le fameux trou, on a réussi aussi à résoudre. Quand on veut, on peut. Donc il y a des moyens pour l'éviter. Évidemment, tout ce qui est plastique, vous avez vu les tonnes qui sont déversées. Donc c'est quelque chose qui est dans les sacs durables, le vrac, il y a de plus en plus de chaînes qui se développent dans les supermarchés et tout ça qui font ça. Les vêtements, hier soir aussi ils en parlaient, donc un jean qui fait X fois le tour pour être produit, avec, enfin voilà, mais il y a plein de choses comme ça. Le recyclage, le tri des déchets, qui n'est absolument pas généralisé dans les destinations, hein, enfin, on peut le constater, et le compost, puisque ça permet là aussi de réutiliser. Tout ce qui est mangé local, voilà, ça c'est important. La réduction de la consommation de viande, on sait ce que ça peut consommer aussi de produire la viande. Tout ça, ce sont des tendances à avoir. Ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'il faut accompagner tout ce mouvement. Ce n'est pas dire aux gens, maintenant, arrêtez ça, ça, ça et ça. C'est, on va vous aider, on va
y compris financièrement. On va vous aider à faire évoluer, à voir comment vous pouvez produire différemment. C'est une évolution, c'est une transition écologique. Parce que transition, ce n'est pas rupture. Parce que sinon, effectivement, si on ne s'en préoccupe pas, il va y avoir des mouvements de rupture. On les voit déjà d'ailleurs, avec Extinction ou autres, des mouvements qui veulent qu'on ne fasse plus rien. Ça, ce n'est pas possible, parce que de toute façon, on est sur Terre, il faut qu'on continue à vivre, à produire, voilà, et à en profiter. Donc, c'est vraiment la notion de transition. Et la transition, il faut la faire quand il y a encore temps, et la faire de manière intelligente. Donc, c'est quelque chose, voilà. Les livraisons individuelles, quand on voit que les livraisons se font de n'importe quel type de produit, etc., c'est quand même du déplacement à chaque fois pour la livraison. L'automobile, bien entendu, il réduire la place. Le covoiturage, qui peut être une des solutions. L'éco-conduite, on ne peut pas dire quand on voit les gens rouler des fois que ça soit généralisé. Les moteurs arrêtés à l'arrêt, ça semble évident. Je l'ai redit à la mairie de Paris, redites-le à tous les chauffeurs de cars. Vous vous baladez dans Paris, tous les cars, 80%, le moteur qui tourne en attendant. Pareil, dans plein d'endroits, c'est des petites choses, mais les modèles les plus économes. Évaluer les trajets, quand on a des trajets à faire en CO2, voir. Vous savez qu'il y a des comparateurs qui existent très facilement et compenser quand on ne peut pas faire autrement. Par exemple, Paris-Pau, c'est 12,51 € sur Good Planet. Vous pouvez verser ça parce que c'est un produit 0,57 tonnes l'aller-retour. Voilà, tout ce qui est éteindre les appareils non utilisés, ça semble évident, mais peu le font. Voilà, les appareils plus économes, la climatisation qui est une source de pollution très importante. Et puis sur les médias numériques, il y a 34 milliards, alors c'est source ADEME, hein, de smartphones, ordinateurs, consoles, de jeux et téléviseurs dans le monde. Et rien que les smartphones, donc il y a 2,8 milliards d'utilisateurs de smartphones. On en a produit près de 10 milliards en 10 ans. Production de 10 milliards. Et là, donc, ça nécessite 70 matériaux pour les fabriquer. Ça fait 4 fois le tour du monde pour pouvoir les fabriquer. Ils sont renouvelés tous les 2 ans, alors que plus de 80% fonctionnent encore. Voilà. On peut les redistribuer, acheter du reconditionné. Et puis, il y a tout ce qui est énergie des serveurs avec le cloud. On met tout en cloud, mais le cloud, c'est énergivore. Privilégier le Wi-Fi par rapport à la 4G. Avec la 5G, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Et puis, on fait 3,3 milliards de requêtes par jour sur Google. Voilà, 100 milliards par mois. Donc, vous voyez que c'est des vrais... Quand vous vous attachez à analyser ce sujet, c'est complexe. C'est complexe. Voilà. Et c'est pas évident d'en sortir. En tout cas, il faut agir parce que la nature, c'est quelque chose... Hulot le répétait hier soir aussi, et puis celui qui faisait aussi Rendez-vous en terre inconnue, je ne sais plus son nom, mais la beauté c'est vrai qu'il faudrait davantage s'intéresser à la beauté de la terre, de la nature, tout ce que ça peut offrir, que peut-être toujours accumuler de plus en plus de produits et de services. Donc c'est aussi une autre manière de voir les choses. En tout cas, les actions stratégiques, bien sûr. Donc là, on attend des orientations politiques, réglementations, normes, directives. Les directives européennes font beaucoup pour ça. Ça veut dire des investissements, ça veut dire beaucoup d'investissements. Et donc, il faudra trouver l'argent pour ça. Ça peut être des taxes carbone ou autres, en tout cas, il faudra le faire. Des accords commerciaux, parce que les accords commerciaux, il faut commercer avec des pays qui respectent les normes environnementales. Donc, ça aussi, très important. Les flux financiers, il faut les réorienter vers le vert, puisque de toute façon, ça va être sine qua non. On va être obligé d'aller vers ça. Donc ça peut être une croissance verte aussi, productrice d'emplois et de gains. Donc voilà. Donc ça passe par tous les types d'organismes. Il y a beaucoup d'ONG qui s'occupent de ça. Les organismes internationaux, bien entendu. On a vu l'ONU, on a vu le G7, le président de la République en a reparlé, etc. L'Union européenne, qui l'a inscrit dans son nouvel agenda. Tout ce qui est tactique, évidemment, on l'a vu pour les énergies renouvelables qu'il faut investir. Mais c'est tout ce qui est la gestion de l'eau. Encore une fois, on voit les épisodes de canicule qui se répètent. On manque d'eau. Dans ces cas-là, on avait près de 80 départements qui étaient en sécheresse. Ça veut dire que même pour le tourisme, évidemment, c'est pas bon, puisque on reçoit 89 millions de touristes. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré, que 80% des Français partent en France. Donc on a un aspect présentiel qui est extrêmement fort sur notre pays, donc un poids là-dessus. Pour cela, il faut de l'eau, des infrastructures.
Donc à un moment donné, il faudra bien aussi se poser la question de la gestion, on se la pose déjà, mais encore plus, de l'eau potable, la récupération des eaux de pluie, les eaux d'épandage, j'ai tweeté récemment, mais en Charente-Maritime aussi ils le font, mais c'est l'épandage des eaux usées pour les golfs, pour les espaces verts, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Beaucoup plus d'irrigation, des réservoirs à eau quand il pleut beaucoup pour la garder, donc démultiplier les réservoirs, la protection des mers, des lacs et des océans, ça va de soi. Le traitement des déchets sans les envoyer à un endroit où on ne les verrait pas, bon débarras, c'est pas ça l'environnement non plus. Voilà. Donc vous voyez, l'obsolescence programmée, plein d'objets sont faits pour se casser tout seul au bout d'un temps de vie programmé. Donc ça aussi, il faut lutter contre ça. Ça veut dire entretenir beaucoup plus tous les objets qu'on peut avoir. C'est quelque chose d'important. Et puis tous les hébergements, et ça c'est quelque chose que toutes les destinations ont à gérer. Quand on va à la montagne, parfois, on voit des hébergements encore en simple vitrage, avec du chauffage à convecteur électrique qui tourne à fond, avec des fenêtres qui sont ouvertes ou des piscines à ciel ouvert en plein hiver, Belle Plagne par exemple. C'est quand même des choses sur lesquelles il faut réfléchir, parce que, encore une fois, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, chaque endroit, finalement, a une possibilité de réflexion, de faire de l'énergie positive en produisant de l'électricité locale pour, évidemment, ces hébergements, par exemple. Voilà, 1 degré de moins 7% de consommation d'énergie, et puis le développement des zones vertes pour faire des sanctuaires. Et après, il y a tout ce qui est recherche-développement. On dit souvent, les gens disent, oui, mais la technologie résoudra tout. Elle ne résoudra pas tout. C'est aussi dans les comportements, dans les modes de production, dans les modes d'extraction aussi des matières premières, dans le coût de ces matières premières qui n'est pas évalué au niveau où il devrait l'être d'ailleurs par rapport à la planète. Donc il y a plein de changements à faire. En tout cas, on voit dans nos études, dans ces travaux, que c'est possible, que les gens les attendent et qu'en plus, consommer en faisant attention à l'environnement, c'est du bien-être aussi et que ce n'est pas moins bien. Et ça, c'est quelque chose effectivement que toutes les destinations doivent avoir à porter aussi auprès des utilisateurs. Ce n'est pas parce qu'on va prendre prendre une douche par rapport à un bain qu'on va être moins bien. Ce n'est pas parce qu'on va marcher un peu plus, qu'on va faire du vélo, etc., qu'on va être moins bien. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut faire passer. Et c'est pour ça que les exemples qui étaient donnés tout à l'heure sont très intéressants. Voilà, ça c'est une zone qui a été sanctuarisée, les falaises des Vaches Noires, qui est une énorme réserve européenne de fossiles, et ça fait réfléchir d'ailleurs, qui est à Villers-sur-Mer, Normandie. Voilà. Donc pour le tourisme évidemment complètement concerné, puisqu'on était là à 1,4 milliard en 2018 de touristes. En 2030, c'est-à-dire dans 11 ans, on va être à 1,8 milliard. D'accord ? 400 millions de plus. L'exemple de la Chine, 4,5 millions de touristes en 1995, 400 millions prévus en 2030. 400 millions. Là, ils viennent d'inaugurer d'ailleurs l'aéroport le plus important du monde. Donc, le tourisme, c'est de la mobilité. Et puis surtout, autre chose, on s'aperçoit dans les études que les gens surconsomment quand ils sont sur place, parce qu'ils ont payé, donc on y va allègrement, on surconsomme. Il y a même une étude qui démontre que c'est presque 30% de plus d'eau, par exemple, qui est surconsommée. Donc voilà. Donc, il faut, là, on a une responsabilité, tous, c'est pas moi, c'est vous, c'est les consommateurs, c'est les touristes, c'est ceux qui peuvent influer au niveau politique, sociétal, c'est effectivement d'orienter vers le non carboné. Voilà, c'est quelque chose, c'est une orientation qu'il faut qu'on ait pour respecter davantage l'environnement. C'est tout ce qui est transport en commun. En Italie, c'est généralisé depuis longtemps. En France, ça le devient. Quand on ferme les centres-villes, qu'on met des parkings gratuits, qu'on met des navettes, qu'on apprend aux gens à découvrir autrement, à marcher, à discuter, à dialoguer. C'est des luttes parfois intestines. Moi, je l'ai vu à Rueil-Malmaison, où j'habite. Le maire a dû batailler des années pour arriver à mettre quelques rues piétonnes en ville, parce que les commerçants disaient non, s'il y a des rues piétonnes, les gens ne viendront plus. Et tout, ça a été tout à fait le contraire. Toute la piétonnisation a créé beaucoup plus de commerce,
Les gens viennent avec leur caddie, ils marchent, ils parlent, ils s'arrêtent, ils consomment d'ailleurs localement. Et donc, c'est quelque chose effectivement qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui peut être petit à petit fait. Et le tourisme, évidemment, c'est aussi, là, on retrouve l'aspect manger local. Ça veut dire aussi l'hébergement peut-être davantage localisé, puisque les gens peuvent tourner d'hébergement plutôt que faire sans cesse des allers-retours. Donc il y a plein... Encore une fois, les réflexions de tout à l'heure de première table ronde étaient intéressantes, parce qu'on voit bien que ça, c'est possible, et ça peut être tout ce qui est développement de l'électrique, mais évidemment rechargé par des panneaux solaires, parce que comme ça, la boucle est bouclée de ce point de vue-là, parce qu'on ne peut pas stocker, donc il faut que ce soit de la consommation directe. Voilà. Tout ce qui est véloroute, là, ils viennent d'en inaugurer une de Méribel à Courchevel, puisqu'elle va faire partie du Tour de France. Donc tout ça, c'est possible. Et puis, ce sont les conseils aux touristes. Encore une fois, ils sont maintenant prêts à l'entendre sur la gestion des serviettes, sur le savon, sur les douches, la durée des douches, sur l'eau chaude, sur l'électricité, la température qu'on peut baisser quand on n'est pas dans le logement et puis la remettre un petit peu. Et puis de toute façon, il n'est pas bon de dormir avec des températures trop fortes, etc. Voilà, tout ce qui est bio, mais local, parce que le bio qui vient de loin, ça coûte cher en transport. Donc du bio local, avec des fruits et légumes, c'est vivre avec les saisons, tout simplement. On a voulu, avec le temps, finalement, éliminer les saisons. Il faut revenir à ce qu'on soit davantage lié aux saisons à tout point de vue, des produits davantage non transformés, voilà, avec de l'innovation. Éviter les gaspillages alimentaires. Aujourd'hui, c'est la journée pour éviter les gaspillages alimentaires, il me semble. Et beaucoup de personnes jettent à cause des dates de péremption, alors qu'en fait, on peut encore garder tous ces produits sans aucun problème sanitaire. Et il y aura d'ailleurs une action qui va être faite comme ça, parce que là aussi, la surfréquentation en a parlé. Et voilà, concevoir des séjours à plaisir égal, donc qui minimisent l'impact sur l'environnement. Donc je vais conclure. Les vacances, là c'est une plage mythique, hein, la plage où a été tourné le film des vacances de Monsieur Hulot, donc à Saint-Marc-sur-Mer, donc à 7 km de Saint-Nazaire, dans l'Atlantique. Il y avait un magnifique coucher de soleil qui arrivait là. En tout cas, pour les Français en 2019, partir, c'est un besoin vital. Voilà. 55% des Français le disent, 53, pardon, 55 c'était en 2018. Il y a moins de points parce que quand on leur pose la question, c'est « mais êtes-vous prêt à sacrifier d'autres dépenses ?» Donc c'est quand même une question qui n'est pas facile, parce qu'évidemment, si on leur demandait « est-ce que pour vous c'est un besoin vital ?» Eh bien, ils diraient « oui, bien sûr, beaucoup plus, mais là, et vous êtes prêt à sacrifier d'autres dépenses ?» Bon, encore une fois, il y a les charges contraintes, il y a des choses qui sont incontournables, alimentation, hébergement, location, assurance, transport. Donc on ne peut pas forcément, comme ça, les enlever. Mais en tout cas, 53%, ça veut dire que le besoin de partir est là, chez les Français, de manière très forte. C'est posé aux Français qui partent en long séjour. Hein, donc c'est vraiment des gens qui sont très, très enclins à partir. C'est quelque chose. Ça veut dire que même vous, quand vous parlez à ces Français, ils sont très réceptifs parce que de plus en plus, les vacances, c'est le break nécessaire, c'est la soupape. Et on a même vu des gens qui nous ont dit, mais ça doit être remboursé par la Sécurité sociale parce que pour nous, c'est indispensable. On attend ça maintenant de plus en plus, qu'il se passe trop de choses. On ne peut plus écouter les informations. Voilà, il y a toujours des choses qui se passent. Donc on a besoin de cette rupture, cette coupure, ça nous fait du bien, on revient beaucoup plus en forme, on en a besoin. Voilà, donc vous voyez que c'est un sacré sujet de réflexion, puisque d'un côté on a tout ce qui est environnement, et puis on a aussi ce besoin vital, et on est dans un secteur qui effectivement, on le sait bien, c'est un secteur formidable, c'est un secteur de découverte, d'altruisme aussi pour beaucoup, pour ceux qui ont de l'empathie de recevoir les gens. C'est un secteur d'échange, c'est un secteur où on apprend à connaître d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres paysages. Donc de ce point de vue-là, bien entendu, personne ne peut l'enlever. Il faut arriver à concilier l'énorme défi du respect de l'environnement et puis ce plaisir qu'on a de partir. Et c'est pour ça que je conclus par cette photo prise sur la planète des Anglais. Hein, c'est la chaise bleue par l'artiste Sable, parce que c'est la gestion de l'équilibre. Et on va être obligé de l'avoir maintenant dans tout ce qu'on va faire pour œuvrer à faire venir des touristes, mais aussi à réfléchir, un petit peu comme on l'a vu ce matin aussi dans les tables rondes, à la façon de minimiser l'impact environnemental. Voilà, je vous remercie de votre attention.